Depuis la France, nous avons fini avec l'actualité internationale. Nous allons passer à une autre actualité, c'est-à-dire le contexte du Gabon de 2009 à nos jours. Alors, chers auditrices et auditeurs, comme vous le savez, l'organisation de la conférence nationale en mars-avril 1990, qui a eu pour conséquence majeure dans ce pays la réouverture du multipartisme, n'a guère changé la situation politique de ce pays, donc le pays de M. Jean Ping. Pourquoi? Parce que les différents processus électoraux de 1990 à nos jours n'ont pas permis non seulement de valider des élections libres, honnêtes et crédibles, mais encore de laisser présager une issue politique heureuse pour le Gabon. Ces processus électoraux ont tous abouti à des contestations et à des contentieux non résolus jusqu'à présent. Le Parti démocratique gabonais de M. Ali Bongo Ondimba et ses partis satellites restent maîtres du jeu des élections qualifiées par l'opposition gabonaise comme étant des élections truquées. Alors, après la mort de M. Omar Bongo Ondimba le 8 juin 2009, le monde entier a vu avec étonnement le départ de plusieurs dignitaires et membres du parti d'État PDG. Certains ont décidé de rejoindre le camp de l'opposition déterminé et d'autres ont préféré rester dans la politique que beaucoup de Gabonais qualifient la politique du chat et de la souris, pour ne pas dire la politique de l'opportunisme. Alors, s'agissant de la Cour constitutionnelle du Gabon, on ne saurait douter de la forte implication à plus d'un titre de sa présidente dans l'orientation de l'issue de tous les processus électoraux dans ce pays. On observe en effet qu'elle a dû rempiler plus de 3 fois au risque d'avoir également une présidence à vie. Ensuite, on ne saurait se tromper en avançant que le rôle de gardienne de la Constitution, de garant des règles du jeu électoral que devrait assurer Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon ne se soit transformé en protecteur des acquis et de la continuité du système État-PDG. Au cas où vous serez candidat à cette élection présidentielle, Docteur Jean Ping, êtes-vous convaincu de la transparence de cette élection? Sur le plan économique, M. Ali Bongo Ondimba et son gouvernement parlent d'une politique de connexion du Gabon dans l'émergence. Aujourd'hui, que dit l'opposition gabonaise déterminée? Elle parle plutôt d'une politique de pillage du Gabon depuis l'accession au pouvoir, je précise, contestée à la présidence de M. Ali Bongo Ondimba. M. Jean Ping. Oui, je vous écoute. Alors, écoutez. Alors, la première... je vous posais la question suivante. Au cas où vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle, êtes-vous convaincu de la transparence de cette élection en 2016? Pas du tout. Personne n'est convaincu de la transparence de ces élections en 2016, même pas ceux qui l'organisent, qui vont tout faire pour qu'elles soient opaques et truquées. Tout le monde le sait. Tous les Gabonais le savent. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Nous vivons au XXIe siècle, cher monsieur. Nous sommes au XXIe siècle. Nous ne sommes pas plus au XXe siècle. Je voudrais peut-être m'attarder un peu sur cette question-là. Au sortir de nos indépendances, nos anciens colonisateurs et nous-mêmes, toute l'Afrique, avaient pensé que nous avions des États, mais nous n'avions pas de nation. Pour constituer une nation, pour créer une nation, il fallait un pouvoir fort, un pouvoir unique qui allait créer l'unité nationale, qui allait faire en sorte que constituer une nation, une patrie. Et nous allions éviter donc le tribalisme, le népotisme. Bien. Tout ceci sur le papier était bien compris et toute l'Afrique est devenue monopartisane,
et avec des régimes, un exécutif très fort. Mais les résultats attendus étaient là. Les résultats attendus n'étaient pas là, pardon. On a constaté exactement l'inverse. On a constaté que le tribalisme s'est exacerbé, le népotisme, le régionalisme, la corruption, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et puis, nous sommes arrivés en 1990. En 1990, avec la chute du mur de Berlin, tout le monde a estimé que le régime de parti unique ne fonctionnait pas du tout et qu'il fallait revenir au multipartisme. Nous nous sommes tous convertis au multipartisme. La France a organisé, en ce qui la concerne, le sommet de la Baule, en poussant donc les États africains à secouer le cocotier et à revenir au multipartisme. Les conférences nationales se sont tenues un peu partout, y compris au Gabon, et nous avons donc, à partir de là, accédé au multipartisme. Nous avons adopté une constitution consensuelle en 1991, ça veut dire acceptée par tout le monde, et nous devions donc aller vers de nouvelles bases. Bien, les oppositions qui n'étaient pas acceptées ont été admises, les partis se sont créés, et nous avons constaté, malheureusement, que progressivement, on revenait en arrière. Progressivement, on grignotait. De changement constitutionnel en changement constitutionnel, de modification à modification. Nous sommes revenus à un régime encore pire que celui qui était là en 90. Nous avons vu que les institutions ne jouaient plus, que l'Assemblée est monocolore, que l'organisation d'élections était non seulement truquée, mais qu'il n'y avait plus de place du tout à l'opposition. Et alors, à partir de ce moment-là, quand l'opposition ne peut plus s'exprimer, quand on supprime des partis politiques comme quand on bâillonne totalement toutes les institutions de la République, on semble laisser à l'opposition pour s'exprimer uniquement à la rue. Et ce n'est pas bon. On ne peut pas refaire au XXIe siècle ce qui s'est passé au XVIIIe et au XIXe, et au XXe siècle. Ce n'est pas possible. Il faut vivre avec son temps. Et nous devons tous être convaincus, que vous soyez ancien PDGiste ou pas, il faut vivre avec son époque. Ce qui se passe au Gabon actuellement se passe ailleurs. Vous avez observé au Burkina Faso ce qui se passe. Ce sont des anciens membres du parti là-bas qui ont poussé le holà. Assez, on ne peut pas continuer à faire ça comme ça. Vous avez observé ce qui s'est passé au Sénégal. Macky Sall, l'actuel président de la République, était avec le parti de Wade. C'était tout ce qui était avec Wade. Beaucoup sont sortis pour aller créer des institutions qui sont démocratiques. Le Sénégal aujourd'hui est considéré comme un pays qui consolide les acquis démocratiques avec l'alternance au pouvoir. Mais il n'y a pas que le Sénégal. Un pays comme le Cap-Vert est très avancé avec des alternances démocratiques déjà en consolidation. Plusieurs présidents sont passés par la voie électorale, par la voie des urnes. Les changements se sont opérés en douceur. Mais le Ghana est un autre exemple de consolidation des acquis démocratiques. Au Gabon, ça ne se passe pas comme ça. On a un retour en arrière. Je voudrais vous rappeler que au temps du parti unique de El Hadj Omar Bongo Ondimba, les instances du parti étaient élues. Même le secrétaire général était élu. C'est vrai qu'il y avait une influence prépondérante du président, mais il était au moins élu. Aujourd'hui, il est nommé. Il est nommé. C'est-à-dire que c'est un retour en arrière complet.
Ai-je répondu à votre question? Oui, vous avez répondu à ma question. Restons toujours dans cette thématique en rapport avec l'élection présidentielle. Alors, Monsieur Jean-Ping, je voudrais rappeler aux auditeurs que vous êtes sur l'émission Dr Moketo reçoit. Nous avons eu un invité exceptionnel, Monsieur Jean-Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Alors, Monsieur Jean-Ping, vous savez que devant tout potentiel candidat à une élection présidentielle, on a toujours, comment dirais-je, posé la même question que je vais d'emblée vous poser. Alors, c'est la question suivante. Est-ce qu'il vous arrive, en vous rasant devant la glace ou au petit déjeuner, de penser à l'élection présidentielle de 2016? Monsieur Jean-Ping. Oui, mais pourquoi voulez-vous que j'y pense seulement en me rasant? J'y pense tout le temps. J'y pense en permanence. En me rasant, tout comme en faisant autre chose. On ne peut pas se désintéresser de l'avenir d'un pays. Surtout lorsque cet avenir est un avenir qui risque de vous plonger dans l'histoire à reculons. On ne peut pas entrer au XXIe siècle à reculons. C'est inacceptable. Donc nous devons avancer vers le sens de l'histoire. L'Union africaine a adopté récemment, pendant que je présidais encore la commission de l'Union africaine, la charte de la démocratie. Cette charte nous dit que l'Afrique accepte de partager aujourd'hui les valeurs universelles, c'est-à-dire les valeurs de démocratie, les valeurs d'état de droit, la lutte contre la corruption, l'alternance politique, comme un principe. Et il faut de l'alternance politique. Voyez-vous? Alors, à partir du moment où on supprime ça, on revient en arrière et on veut s'éterniser au pouvoir, les difficultés commencent. Bonjour les gars, quand c'est comme ça. D'accord. Alors, restons toujours, j'aimerais que nous restions dans cette actualité en rapport avec l'élection présidentielle prochaine dans votre pays. Alors, Monsieur Jean-Ping, les élections dans votre pays, le Gabon, ont toujours été contestées, comme je le disais dans mon propos introductif. Vous, en tant qu'acteur politique, avec votre expérience, quel sera votre apport pour l'opposition gabonaise, compte tenu des résultats proclamés au Gabon, qui n'ont jamais été le reflet du choix du peuple gabonais? Alors, au-delà de ce que je peux dire, au-delà d'unir l'opposition de votre pays, êtes-vous en sûr, M. Jean-Ping, de demander aux Gabonais d'exiger que leur vote soit respecté? Aujourd'hui, les Gabonais sont prêts à soutenir tout leader qui soutiendra leur vote. M. Jean-Ping. Je vous rappelle à nouveau que nous ne pouvons pas entrer dans l'histoire à reculons. Et que ceux qui s'obstinent à vouloir qu'au Gabon nous ayons une élection opaque ou à essayer de tricher ne vont pas réussir. Les Gabonais ne l'accepteront plus du tout. Et d'ailleurs, le reste du monde ne l'acceptera pas non plus, en dépit de ce qu'on peut observer ici et là, en dépit des, je ne sais pas moi, des démonstrations de M. Attias et autres. Ce n'est pas possible. Les Gabonais ne l'accepteront pas, ne l'accepteront plus. Je crois que le Gabon, pour la première fois dans son histoire, devrait élire librement son président. Pour la première fois dans son histoire, élire librement son président. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Je ne crois pas que nous allons le faire. Je ne crois pas que le Gabon, avec 1,5 million d'habitants, doté de ressources naturelles énormes, ne puisse pas réussir à faire ça. Là où le Cap-Vert a réussi, moins bien doté que nous, là où d'autres pays, même le Sénégal, moins bien doté que nous, que le Ghana, que d'autres ont réussi, nous devons nous faire un point d'honneur de réussir aussi
et d'entrer dans l'histoire moderne, de plein pied dans l'histoire moderne et de faire de notre pays un exemple, un modèle parmi d'autres. D'accord. Alors, nous allons revenir sur cette partie en rapport avec l'économie, puisque vous serez interrogé aussi par vos compatriotes spécialisés dans ce domaine. Hein. Nous avons des économistes gabonais qui sont en ligne, le docteur Jacques Okoué et monsieur Jean Domba. Voilà, le docteur Jacques Okoué est en ligne depuis le Canada et monsieur Jean Domba depuis la France. Je voudrais aussi signaler la présence du docteur Joël Mbiamani qui est en ligne depuis le Canada, M. Landry Amiang depuis Miami et M. Alan Ambamani depuis New York qui vous poseront aussi des questions. Alors, docteur Jean-Ping, que pensez-vous des Gabonais qui estiment que les anciens PDGistes devaient d'abord demander pardon au peuple gabonais avant de venir dans l'opposition? C'est vrai que vous avez déjà répondu à cette question, puisque vous avez parlé du cas des anciens qui étaient au pouvoir au Sénégal, qui ont rejoint le camp de l'opposition. Alors, vous, que pensez-vous de vos compatriotes qui estiment que tous les anciens PDGistes devaient d'abord demander pardon au peuple gabonais avant de venir dans l'opposition gabonaise? Oui, mais d'abord, je voudrais vous rappeler que qui n'était pas PDGiste? Vous vous rappelez des cas comme le Zaïre? Vous vous rappelez des cas comme le Zaïre, où le président Mobutu estimait que dès votre naissance, vous êtes membre du parti MPR et que tous les Zaïrois à l'époque étaient d'office membres du MPR. Et à l'époque, le slogan c'était Papayo Moko, Tatayo Moko, Mukonziyo Moko. Ça veut dire qu'un seul père, une seule mère, un seul parti. Voilà la devise qui caractérisait en général les partis uniques en Afrique. Nous n'étions peut-être pas à ce point-là, mais je vous ai rappelé que tout le monde, même ceux qui ne voulaient pas, cotisaient, puisqu'on prenait d'office, pour les fonctionnaires au moins, on retenait d'office la cotisation du parti. Donc, nous avons tous été dedans. Très peu de gens peuvent se dire qu'ils n'étaient pas dedans. Bien sûr, les gens qui avaient une entreprise tout à fait indépendante pouvaient dire qu'ils n'étaient pas dedans, mais également, on peut dire que personne n'osait à cette époque se manifester ouvertement son opposition. La plupart du temps, ils étaient en exil. Donc, je crois que le Gabon, comme d'autres, nous avons vu, je vous dis, au Burkina Faso, ça se passe comme ça, au Sénégal, ça se passe comme ça. Ce sont, la plupart du temps, les anciens membres des partis qui estiment que trop c'est trop et qu'il faut arrêter cette comédie. Alors, évidemment, lorsque des gens comme nous, comme d'autres, les opposants qui avons été au parti unique, nous devons assumer et nous devons reconnaître nos erreurs. Ceci étant dit, je crois que si on s'arrête là, on ne pourrait pas avancer. Il n'y aurait pas grand monde pour faire du Gabon ce que nous voulons faire du Gabon. D'accord. Il ne s'agit pas de faire avancer le pays uniquement dans la repentance. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Et nous allons apporter tout notre savoir-faire, toute notre expérience, tous nos moyens. Nous allons les apporter à l'opposition. D'accord. Alors, avant d'aller du côté de Miami, je voulais vous poser la question suivante. Docteur Jean-Ping, au fait, que pensez-vous de certains de vos compatriotes qui disent que ce sont les anciens PDGistes? Restons encore, excusez-moi de vous poser encore cette question sur les anciens PDGistes qui se battent sur l'héritage du feu président Omar Bongo Ondimba. Autrement dit,
est-ce que vous êtes héritier du bilan d'Omar Bongo Ondimba? Je vous pose cette question, docteur Jean Ping, cette deuxième partie de la question, parce que beaucoup de vos compatriotes vous demandent plus de gages. Ça devient à, comment dirais-je, à la question, si vous voulez, donc du pardon. En quelques mots, quels sont, docteur Jean Ping, les gages que vous donnez au peuple gabonais qui vous soutient aujourd'hui? Bon, je pense que... Ou bien au peuple gabonais qui peut vous suivre. Je dis clairement que je suis décidé. Je dis clairement que je suis décidé à apporter toute ma contribution à l'avènement d'une nouvelle république, à l'avènement d'un Gabon nouveau, à l'avènement d'un Gabon où il fait bon vivre et où nous allons avoir la liberté. Pour cela, j'apporte tout, y compris ma vie, puisque je suis menacé de mort. Et je suis prêt à subir cela si c'est la condition pour que le Gabon nouveau voit le jour. Je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à donner tous les moyens que j'ai, les moyens intellectuels, les moyens financiers, pour arriver à cette fin-là. Et nous allons y arriver, il n'y a pas de doute à cela. Alors, les gages, je crois, je ne peux pas donner plus fort que de risquer ma vie. D'accord. Voilà, chères auditrices et auditeurs, je voudrais vous rappeler que vous êtes sur l'émission Dr Mouketo reçoit. Nous sommes en direct avec M. Jean Ping, homme politique gabonais. Alors, nous allons aller du côté de vos compatriotes. Nous avons M. Landry Amiang, Washington, en ligne depuis Miami. Bonjour, M. Landry Amiang. Oui, bonjour, Dr Mouketo, bonjour à tout le panel et surtout bonjour au Dr Jean Ping. Allez, bonjour. Question. Bonjour. Oui, je voulais dire au docteur Jean Ping que vraiment il me laisse sans mots. J'ai failli, je suis quelqu'un de très dur, mais tout à l'heure j'ai vraiment failli pleurer, surtout lorsqu'il venait surtout par rapport à son dernier message. Comme il l'a dit, nous avons tous directement ou indirectement appartenu au régime en place, au PDG. Et moi, je pense que pour que l'on libère le Gabon, il faudrait que la majorité des Gabonais s'impliquent. J'avais des questions à poser au docteur Ping. Apparemment, il les a répondues puisque vous les avez posées. Je suis très content, très satisfait de plusieurs de ses réponses. Je suis prêt à travailler avec lui, comme je suis prêt à travailler avec n'importe quel PDGiste qui vient pour libérer le Gabon et non pour se servir du peuple parce qu'ils auraient un autre agenda. L'une des raisons pour lesquelles je soutiens le docteur Ping ou je soutiens ses actions, et je demanderai même, là je le dis publiquement, j'avais certaines questions, il a répondu, je demanderai même au docteur Ping de se présenter, de présenter sa candidature, parce que notre pays a besoin d'une transition. Notre pays a besoin d'une transition. Le prochain président du Gabon doit être un président de transition. Qu'il soit élu ou qu'il passe par d'autres moyens, nous avons besoin que ce pays soit en transition. Alors, docteur Mouketo, j'ai vraiment plus de questions parce que vous avez posé presque toutes les questions que j'avais et le docteur Ping en a répondu. Je suis satisfait des réponses. Et je suis satisfait des réponses, je suis satisfait du débat. Tout ce que je demande, c'est qu'il continue dans cette optique, mais surtout qu'il continue ce qu'il est en train de faire, c'est de rassembler tout le monde, ou de rassembler la majorité de ceux qui ont la même vision, le même objectif que nous, c'est-à-dire libérer le pays, revoir la constitution du Gabon, c'est-à-dire bâtir une nouvelle république, avec une nouvelle constitution que quelqu'un ne changera pas au gré de ses comment dirais-je selon ses désirs.
Vous comprenez? Surtout sur le fait de la limitation des mandats. Surtout là-dessus, sur la limitation des mandats. 2, 4, 5 ans maximum, c'est bon, pour éviter que nous soyons obligés de faire. Et pour ceux qui sont assez durs avec le docteur Ping, je vais pas faire ça, je ne suis pas l'avocat du docteur Ping, mais je vais vous dire ceci. Moi aussi, je suis un enfant du régime. Mes parents et tout ça, ils ont occupé des postes de responsabilité, tout comme le docteur Ping, je ne vais pas citer les noms ici. Mais tout le monde en dessous de Bongo a été victime de ce régime. C'est pourquoi, pour ceux qui me suivent sur le net, je n'attaque que Bongo et Bongo parce que je sais ce qui se passe en dessous pour avoir été dans ce régime, pour avoir eu des parents qui ont subi de ce régime. Et le docteur Jean Ping a subi dans sa chair. N'oublions pas qu'il a perdu 2 de ses frères. Le docteur Angodjo, qui a vécu avec un poison dans le corps qu'il a emporté à cause de son combat. Vous avez fini? Nous avons, pour l'instant... Monsieur Landry-Amiong, vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais d'abord remercier tout ce que l'orateur vient de dire, mais remercier infiniment parce que en politique, il ne faut pas faire la soustraction, il faut faire l'addition. Et ce n'est pas en essayant d'éliminer tout le monde sous un prétexte ou sous un autre. Allô? Pour rechercher. Oui? Je n'avais pas terminé, je suis en train de terminer, excusez-moi. Ah, pardon, je continue, excusez-moi. Oui, donc je disais que le docteur Ping, je vais terminer en disant ceci. Le docteur Ping a subi dans sa chair la perte par le régime Bongo de ses frères de sang. Nous connaissons qui est le docteur Ping. C'est le frère de Maître Agonjo, c'est le frère de monsieur Renjambe, qui ont été des victimes de ce régime. Alors n'oublions pas ça, pour ceux qui sont assez durs avec lui ou qui veulent être assez durs avec lui. Alors pour des raisons que lui-même il expliquera, il a été dans le régime. Moi je comprends parce que j'ai des parents qui ont été, je suis né, comme on dit, le PDG est presque né dans ma maison. Je le dis, je l'assume. Alors, je pense que je vais terminer en disant ceci. Monsieur Ping, moi je suis prêt à soutenir n'importe quelle personne qui, comme vous dira, sait déjà que le Gabon ne changera pas par la voie des urnes, seulement. Que le régime Bongo ne partira pas du pouvoir. Voilà. Nous avions donc M. Landry-Amiong, nous avons perdu la ligne avec Miami, mais il a dit l'essentiel, il est en ligne, donc Miami. Alors, docteur Jean Ping, vous voulez réagir? Oui, je voudrais d'abord remercier infiniment M. Amiang parce que il a dans son exposé tout dit. Je crois qu'en politique, dans une situation comme la nôtre, il ne faut pas faire de la soustraction, il faut faire de l'addition. Si vous voulez soustraire tous ceux qui sont considérés comme ayant plus ou moins été au PDG, il ne restera plus grand monde. Et donc, il faut additionner plutôt que soustraire. Et il a bien expliqué tout ceci. Moi, je le suis parfaitement. Je le suis également quand il a exprimé le désir d'avoir de l'alternance au pouvoir en limitant le nombre de mandats. Il faut non seulement limiter le nombre de mandats de manière absolue, comme ça s'est fait, comme c'était préconisé dans la Constitution de 1991, mais également verrouiller que cet article-là, concernant les 2 mandats, ne peut pas être changé. Ensuite, les questions concernant la longévité des mandats, là également, beaucoup estiment que 7 ans, c'est trop. Il faut réduire ce mandat. Là également, je crois que c'est un sujet qu'il faut examiner avec beaucoup d'attention sur la durée de ce mandat. Doit-elle être de 5 ans, de 6 ans, de 4 ans? Bon. Mais 7 ans, c'est, je crois, trop long. Tout ceci, ce sont des choses que nous devrions examiner avec beaucoup de soin. En fait, je voudrais préciser, comme le docteur, comme vous venez de le dire vous-même, qu'on se met au service de la création d'une nouvelle république.
avec tout ce qu'il vient de dire. Quel est celui qui doit aider à faire cela? Je dis que ça n'a pas d'importance. Si demain, après-demain, nous décidons que M. X est le mieux placé pour mener ce combat, moi je lui apporterai totalement mon soutien. Absolument. Tout ce que je viens de dire, je lui apporterai totalement mon soutien. Si on estime que c'est quelqu'un d'autre, c'est M. Jean-Ping, c'est M. XY, je crois que nous devons tous, après cette décision, aider la personnalité que nous aurons choisie, la personne que nous avons choisie, nous devons l'aider à arriver à la fin que nous possédons, au résultat que nous escomptons. Moi, je suis convaincu que nous allons y arriver. Parce que trop, c'est trop. Merci, Dr Jean-Ping. Nous allons rester donc du côté des États-Unis. Non, on nous signale au niveau de la technique, nous allons aller du côté du Canada, où nous avons le docteur Jacques Okwe qui aimerait vous poser quelques questions. Docteur Jacques Okwe, bonjour. Vos questions? Oui, merci. D'abord, je commencerai à remercier M. Jean-Ping pour sa réponse positive quant à l'invitation qu'on lui a faite à notre émission Dr Moketu reçoit. Dr Ping, j'ai retenu tantôt que il y avait l'hypothèse quand même d'une candidature de votre part, puisque vous avez dit que vous pensiez à l'élection présidentielle 2016 à chaque instant, en se rasant, en prenant son petit déjeuner. Donc l'hypothèse forte que je retiens, c'est celle-là. Mais Dr Ping, vous êtes économiste, vous savez que le fait, je vais un peu caricaturer, le fait de le dire comme ça vous donne un certain avantage concurrentiel, parce que vous êtes le premier à entrer sur le marché politique de la contestation du régime Ali Ben. Donc ça vous donne un certain avantage concurrentiel, notamment depuis effectivement l'opposition est assez léthargique depuis la mort, le décès plutôt de l'opposant charismatique Pierre Mamboundou et le retrait pour des raisons évidemment d'empoisonnement du dynamique André Ombobam. Donc ça vous donne effectivement un avantage concurrentiel, mais qui est de court terme. Dans un marché de concurrence monopolistique, à court terme, il y a le profit qui existe. C'est cet avantage que je vous donne, la concurrentielle. Ça veut dire que si nous allions à une élection, évidemment, vous avez pris le leadership du courage de contester le pouvoir d'Ali Bongo. Les Gabonais, je pense qu'ils se dirigeraient massivement vers vous autres. Mais le problème de ce type de marché, c'est que à moyen long terme, il y a d'autres candidatures qui vont effectivement apparaître. C'est-à-dire qu'en économie, à moyen long terme, il y a d'autres entreprises qui rentrent sur le marché pour venir grappiller une part du profit que vous avez actuellement. Alors, je pense à des gens comme Nganga Moussavou, des gens comme peut-être Mbobam pourra se rétablir aussi, on n'en sait rien. Le docteur Mangara depuis les États-Unis. Alors, ils sont tapis encore dans l'ombre et ils sont, à un moment donné, ils vont sauter dans l'arène pour se présenter. Ma question est simple. Dans un tel contexte, à moyen long terme, comment comptez-vous effectivement apporter et ou garantir la victoire à toute l'opposition gabonaise si effectivement le contexte, par exemple, de non-réforme institutionnelle ou constitutionnelle est maintenu par M. Ali Bongo, c'est-à-dire, je pense à la réforme de la loi électorale, c'est-à-dire ici qu'on puisse aller à une élection à 2 tours et pas à 1 tour, à la réforme au niveau de la Cour constitutionnelle avec Mme Boranzo qui doit être déboulonnée de la tête de cette institution, à la réforme de la Sénat, qui sont des préalables. Donc moi je vous pose la question selon 2 contextes. Première hypothèse, c'est qu'il n'y a pas du tout ces réformes. Et deuxième hypothèse, vous vous êtes mis ensemble et puis à la réforme. Comment comptez-vous apporter une victoire à l'opposition? Et puis, ce sera quoi le mécanisme de désignation? Pourriez-vous, je n'ai pas entendu la première question. Je n'ai pas entendu la première question. Pourriez-vous la répéter avant de continuer? La première question, peut-être on pourra s'arrêter là, vous pourrez répondre. La première question, c'est de savoir comment vous allez garantir ou apporter la victoire à l'opposition.
l'opposition dans le contexte où il y aura plein de candidats qui vont se présenter au fur et à mesure, et surtout si il n'y a pas les réformes préalables de la Cour constitutionnelle, de la loi électorale, et puis de la réforme de la Sénat. Comment garantir à l'opposition dans une espèce de méli-mélo où il y aurait plusieurs candidats et où le contexte ne serait pas favorable parce que M. Ali Bongo peut ne pas procéder à la modification de la Constitution ou de la loi électorale. Moi, c'est ça que je retiens beaucoup plus comme hypothèse. Et deuxième sous-question, ce serait quoi le mécanisme de désignation du candidat de l'opposition là-dedans? Là, je vous donne d'ailleurs une réponse un peu à la première question posée. Bon, je crois d'abord que dans votre analyse, il y a un certain nombre d'éléments qu'il ne faut pas déjà considérer comme acquis. Bon, M. Mbaobam est en train, d'après ce que l'on m'a dit, en train de suivre un certain nombre de soins. Bon, il n'est pas du tout dit qu'il ne sera pas là en 2016. Il n'est pas du tout dit cela. Donc, moi, je considère que André sera là en 2016 et que si pour une raison ou pour une autre, il estime qu'il ne veut pas être candidat ou il ne peut pas être candidat, nous devons quand même travailler avec lui, sous ses conseils, pour arriver on peut pas du tout ignorer André. André est devenu une icône au Gabon en raison principalement de ce qu'on lui a fait. Il est devenu une icône absolument incontournable. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut prendre en compte. Il est toujours là, il est en soins et nous souhaitons qu'il se rétablisse vite, qu'il vienne nous rejoindre dans le combat que nous menons. Alors, peu importe qui sera candidat, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel c'est que nous arrivons à choisir un challenger que nous estimons capable de nous conduire à la victoire. Et moi, je suis prêt à soutenir ce challenger, quel qu'il soit, si nous arrivons donc là. Deuxième constat, deuxième observation. Il sera impossible de s'imaginer que nous aurons un candidat unique, dans la mesure où le pouvoir s'arrangera à faire susciter des candidatures, comme il a toujours fait, faire susciter des candidatures de pseudo-opposition. C'est certain. On va aligner donc des gens judicieusement choisis, il commence déjà à le faire, pour pouvoir contrer tel ou tel, ici ou là, de manière à grignoter nos voix. Ils se présenteront comme des opposants, qu'ils ne seront pas du tout. L'objectif, c'est de nous arracher des voix. Donc, nous n'aurons pas de candidature unique. Même si l'opposition s'arrange pour que nous ayons un candidat unique, le pouvoir fera tout pour aligner des candidats qui n'ont d'opposition que de nom. Donc, ça, c'est une chose. À partir du moment où l'opposition pourra s'entendre pour créer un front comme nous l'espérons, comme nous commençons à le faire, et comme d'ailleurs le pouvoir s'en rend compte et fait tout pour que nous ne réussissons pas. À partir du moment où nous aurions un front, ce front s'arrangera à désigner son candidat. Ce front reste ouvert. Ceux qui ne veulent pas y participer n'y participeront pas, c'est leur droit. C'est ça aussi la démocratie. Ceux qui voudront rejoindre le front, on essaiera aussi d'accepter ceux qui viendront nous rejoindre, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'il faut additionner plutôt que de soustraire. Naturellement, le peuple qui sait faire la différence, qui connaît les uns et les autres, nous dira, nous ne voulons pas de telle personne, nous voulons de telle autre. Ce sont des situations que nous allons examiner parce que nous allons être confrontés à toutes ces situations-là. Voilà ce que je pense en ce qui concerne donc
l'opposition, candidature unique pour la véritable opposition, ce qui est recherché, et je pense que nous allons y parvenir. Deuxièmement, que nous soyons ensemble dans un esprit d'utiliser tout ce qui est à notre possible pour gagner. Ça veut dire aussi que, tout comme le pouvoir le fait, en essayant de nous arracher des gens, en essayant de nous mettre les bâtons dans les roues, nous allons faire la même chose. Nous allons vider le pouvoir de tous ceux qui acceptent parce que ce sont des nationalistes, parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils voient que nous allons droit au mur, vont chercher à nous joindre, à nous rejoindre. Ils sont nombreux, je crois. Et moi, ils sont nombreux. Ok, vous me rassurez et j'en suis content. Deuxième question, là, elle a trop aux finances publiques. Docteur Ping, je vous appelle docteur parce que vous êtes économiste. Vous savez que les finances publiques gabonaises sont au rouge ou dans le rouge, au sens du déficit quasi structurel du budget. Je vous mentionne quelques chiffres. Moins 95 milliards de francs CFA en 2012, moins 300 milliards en 2013, moins 342 milliards en 2000. Ça, c'est l'estimation de 2014. Ça, c'est le rapport en fait du FMI numéro 13/55 de l'année 2013 qui le mentionne. Et derrière ce déficit, puisque lorsque les deux voies sont épuisées, la voie de la hausse d'impôts ou de la baisse des dépenses publiques pour rééquilibrer le budget, on procède généralement par l'endettement. Et donc, le déficit a fait naître un endettement massif depuis notamment l'arrivée de M. Ali Bongo au pouvoir. Et aussi un pillage des ressources de l'État et une évasion massive des capitaux. Donc, vous savez que ce déficit et son corollaire ont des effets négatifs, externes négatifs sur le développement du Gabon. Moi, ma question est simple, et vous connaissez leur cause, la corruption, la faible diversité ou compétitivité de l'économie gabonaise. Mais moi, j'aimerais focuser sur la corruption. Et donc, ma question, c'est de savoir, relativement à cette corruption-là, que comptez-vous faire non seulement côté effectivement programme, c'est-à-dire dépenses publiques, et puis côté fiscal, c'est-à-dire recettes budgétaires, que comptez-vous faire pour amener le Gabon à l'équilibre budgétaire et pour réduire le problème de l'endettement qui a des coûts prohibitifs en termes de sous-développement du Gabon, grosso modo. Mais là, je vous dis de mettre le focus sur la corruption quant au rééquilibrage des finances publiques, en jouant sur les deux côtés du budget, lequel budget, si vous êtes candidat, va aussi quand même présenter aux Gabonais vos priorités, parce que le budget, ce n'est pas seulement un document comptable, mais c'est aussi les priorités que vous aurez à mettre en place, évidemment, dans votre projet de société une fois au pouvoir. Alors, que comptez-vous faire pour rééquilibrer les finances publiques quant au problème de la corruption qui mine le Gabon énormément des deux côtés du budget? Bon, d'abord, je crois que vous êtes un spécialiste avéré. Tout ce que vous êtes en train de nous dire, ce sont des conseils que vous prodiguez et vous avez déjà mentionné les solutions. Parce que vous faites un constat qui est le constat qui n'est pas discutable parce que le Fonds monétaire, la Banque mondiale, tous les rapports convergent dans ce sens-là. Alors, je crois que les solutions que vous préconisez ou que vous essayez d'insinuer, ce sont les solutions qui vont nous aider à sortir des difficultés. Mais je voudrais vous dire que au-delà du budget, il faut que nous ayons une véritable vision de l'avenir. Le budget nous permettra, avec une bonne gestion telle que vous venez de le dire, nous permettra d'exécuter annuellement, d'aller vers la vision que nous allons mettre en place. Je vous ai dit que nous pensons qu'il faut que le Gabon devienne un pays à l'abri de la peur, toutes les peurs, la dictature, les crimes rituels, les assassinats. Il faut que le Gabon soit un pays à l'abri de la peur. Et il faut aussi que le Gabon soit un pays à l'abri du besoin. Et donc, nous pouvons arriver à faire, non pas sur des discours avec des acteurs internationaux qui viennent avec M. Attias pour faire un show, repartir,
sans que nous voyions les résultats. Je crois qu'il nous faut un Gabon à l'abri du besoin et nous pouvons très raisonnablement estimer que nous pouvons faire du Gabon, répondre aux objectifs du millénaire et d'abord mettre en place une éducation gratuite, je dis gratuite, pour tous nos enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Une éducation obligatoire et gratuite. C'est, vous-même vous le savez, c'est assez facile parce que nous sommes presque parvenus à l'éducation obligatoire alors que beaucoup d'autres pays africains n'ont même pas atteint 50% de cette éducation obligatoire. Mais nous pouvons aussi, avec très peu de choses, arriver à la gratuité de l'enseignement primaire. Il nous faut mettre en place des soins pour tous les Gabonais. Bon, les soins, je ne suis pas démagogue au point de dire que ces soins vont être tout de suite gratuits, mais je dis il faut que les Gabonais aient des soins de santé pour tout le monde. Nous allons continuer avec les problèmes de logement, avec les problèmes des infrastructures, avec tout ça. Donc, je crois que nous devons avoir une vision de l'avenir, avec un objectif à poursuivre, un objectif de long terme, mais aussi un objectif stratégique qui nous permet d'atteindre cet objectif, et le budget doit s'insérer dans ce cadre-là. Bon. Alors, évidemment, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que tous les pays africains parlent d'émergence, comme si c'était un slogan creux, et sans rien mettre en place qui nous permette d'aller vers cette émergence. Le budget est donc un instrument essentiel dans ce contexte-là. Alors, aujourd'hui, le budget, bien plus qu'avant, le budget n'est pas géré par les finances, le budget est géré par des gens qui s'accaparent des ressources de l'État, qui sont le plus souvent un groupe de gens, disons-le, considérés par les Gabonais comme apatrides, antinationaux, et qui ne pensent qu'à se remplir les poches, qu'aller investir à l'étranger, acheter des biens à l'étranger, et qui ensuite jouent avec le budget de l'État pour faire des projets grandioses, une marina, par exemple. Je ne sais pas à quoi va servir une marina pour dépenser de l'argent, pour construire un lieu où il y aura peut-être 70 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'étrangers, et on dépense le budget de l'État à construire cette marina. Au lieu d'aller essayer d'aménager le port, qui est complètement engorgé. C'est des choses incroyables, vraiment incroyables. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre ça. Alors, le budget de l'État est géré non plus à partir des finances, mais à partir de gens qui sont à la présidence et qui ne connaissent absolument rien au budget, si ce n'est s'accaparer les biens de l'État. Alors, nous arrivons à la situation que vous décrivez, que le Fonds monétaire, que la Banque mondiale décrivent. Ce sont des situations aberrantes. Alors, lorsque nous arrivons au pouvoir, il faut corriger tout ça. Il faut faire ce que vous venez de nous dire. Il faut nous donner des conseils, des gens comme vous qui maîtrisez la situation. Il faut nous aider à venir travailler au Gabon pour régler ces difficultés. La lutte contre la corruption doit être implacable. Elle doit être implacable. Et l'état de droit nous permettra de faire ça. Les institutions en place ne seront pas des institutions à deux vitesses, essayant de poursuivre les uns et de protéger les autres. C'est pas possible. Voilà, nous allons rester du côté du Canada avant d'aller du côté de Monsieur Jean Domba qui nous écoute depuis la France et Monsieur Ambamani qui est depuis New York. Alors, Monsieur Joël Biamani, vos questions? Oui, d'abord j'aimerais remercier Dr Jean Ping pour la clairvoyance qu'il
candidat par rapport à la situation politique du pays et sa grande sensibilité à faire en sorte que les choses évoluent. Il y a très longtemps, nous avons eu des compatriotes qui étaient aussi éloquents à parler des choses du Gabon. Il faut se souvenir que depuis la création du PDG, toutes les ressources intellectuelles du pays ont été mises au service du PDG, à le bâtir, à le construire et qui est devenu aujourd'hui. Si aujourd'hui nous pouvons compter sur ces ressources-là aussi pour bâtir une opposition solide, nous pouvons que saluer cet rapport qui constitue la prise de position du docteur Jean-Pierre. J'ai une question, docteur Jean-Pierre. Au-delà de l'union de l'opposition, il y a un travail d'éducation à faire auprès des Gabonais. Ceux qui vivent à l'intérieur du pays et même ceux qui sont à Libreville ne savent pas toujours ce qui se passe dans la vie politique de leur pays. Qu'allez-vous faire pour informer et sensibiliser le Gabonais moyen dans cette ambition de mobilisation pour le changement? Bon, je crois que le changement... Pardon? Je crois que le changement... C'est ma question, je vous laisse. Oui? Allez-y. Allez-y. Oui, allez-y, docteur Jean-Ping, vous avez le micro. Ah bon, c'est à moi. Bon, je crois que le problème que l'intervenant souligne ici est un problème important. Il nous faut changer de mentalité. Non pas simplement comme un slogan, comme nous le disions dans le passé. Il faut amener les Gabonais à avoir l'amour de leur pays, l'amour de la patrie. Il faut donc informer les populations, les éduquer non seulement sur ce que nous voulons faire avec le rêve, ce que nous devons faire. Il ne faut pas se contenter de dire, de faire des déclarations d'intention. Il faut à tout prix réaliser ce que nous disons. Pour cela, nous avons besoin que les Gabonais soient pleinement informés des décisions qui sont prises, que ces décisions soient approuvées par les Gabonais et que nous puissions les mettre en exécution. La lutte contre la corruption, par exemple, est quelque chose de fondamental. Oui. Il faut que les populations se rendent compte que dans cette lutte-là, il ne faut pas protéger tel parce que c'est mon frère et laisser l'autre parce que ce n'est pas mon frère. Il faut que cette lutte soit implacable. Les situations que nous observons aujourd'hui, cher monsieur, sont absolument catastrophiques. Des gens qui en 2 ans, 3 ans s'enrichissent de manière exponentielle et d'autres qui croupissent dans la misère, ce sont des situations qui sont intolérables. Mais il faut aussi que l'état de droit s'instaure. C'est la seule chose qui nous permet d'avoir une véritable justice, de véritables institutions et que le peuple soit informé de toutes les décisions qui sont prises et de la pertinence de ces décisions. Alors, je peux reposer une question? Je vous en prie. Allez-y, M. Joël Biamani, de Canada. Alors, oui, vous avez répondu, mais j'aurais voulu que vous nous présentiez concrètement, parce que dans l'immédiat, on est dans un travail de construction de l'opposition, moins d'une candidature sérieuse de l'opposition. Alors, ma question était celle de savoir ce que vous allez faire concrètement, parce que vous convenez qu'il faut faire un travail d'éducation auprès des populations, vous convenez qu'il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Dans cette perspective-là, qu'est-ce que vous envisagez concrètement dans l'immédiat, dans un court temps, c'est-à-dire avant 2016, quelles sont les actions que vous envisagez prendre pour sensibiliser les Gabonais, les éduquer à la nécessité de mobilisation? Oui, je crois d'abord que ce que nous sommes en train de faire, c'est dans 3 directions. L'une des directions consiste à convaincre l'opposition que si elle est émiettée, elle ne sera pas capable de
véritablement présenter une alternative sérieuse. Il faut donc que nous arrivions à créer un front. Je l'ai dit tout à l'heure. Et nous nous y employons. Nous avons parlé un peu à tout le monde, ce que l'on a vu à la télévision avec le parti 1, avec Bengonsi, avec les uns et les autres. Nous l'avons fait quasi systématiquement pour essayer de nous amener à créer un front. Je crois que cette idée avance sérieusement. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde va accepter d'être dans ce front ou que nous allons accepter n'importe qui dans ce front. Mais c'est une chose que nous sommes en train de faire. L'autre chose que nous sommes en train de faire, c'est en direction des populations. Les populations me disent, par exemple, on vous entend à travers la télévision, on vous voit, à travers la télévision, on vous écoute à travers les organes de presse, mais on aimerait vous voir pour vous poser directement les questions, comme vous le faites maintenant à travers cette émission. Donc, nous avons décidé d'entreprendre des causeries, de parler aux populations. Et ces causeries ont lieu, même si je ne suis pas directement, en ce qui me concerne, l'auteur de ces causeries. Mais l'opposition, notamment les jeunes de l'opposition, les jeunes cadres de l'opposition, ont entrepris et le font déjà, ont entrepris des causeries avec les populations, surtout à Libreville, mais ça va s'étendre à l'intérieur. Ils le font bien. Troisième direction, nous allons entreprendre des tournées à l'intérieur du pays. Ces tournées vont se faire d'abord à titre indicatif, parce que ça donne très 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 rapidement en direction du Haut-Ogooué et en direction du Wollentem. Et puis, ultérieurement, en direction de Port-Gentil et d'autres provinces, avec pour objectif de faire le tour du Gabon, d'aller un peu partout pour que nous puissions discuter directement avec les populations, non pas dans des meetings populaires où il n'y a pas de questions, mais dans des endroits plus restreints où les gens peuvent nous poser des questions. Nous pouvons instaurer un dialogue avec ces personnes, ce qui évite d'ailleurs les provocations de la part du pouvoir qui, comme vous l'avez observé, partout où je passe, ils envoient des gens perturber des réunions, perturber des causeries. Vous avez appris que je me suis retrouvé à Bruxelles en train de m'entretenir dans une salle louée avec 60 personnes. Bien. Nous avons envoyé 4 personnes du Gabon pour venir perturber cette rencontre à Bruxelles. Et ils le font partout où je passe, ils envoient des gens. Ils envoient des gens soit pour perturber les rencontres, soit pour demander qu'on ne me reçoive pas, soit pour exiger que je ne puisse pas être accepté dans ces pays-là. Partout, à l'extérieur, au Gabon, en Côte d'Ivoire, ailleurs, je reviens de Tunisie, c'est la même chose. Mais nous allons donc entreprendre systématiquement, quel qu'en soit le risque encouru. Il y a des risques de perturbation, des risques même d'attentat à l'intégrité physique des gens. Mais nous allons le faire, comme je viens de vous le dire, avec une petite expérience au Wollentem et au Haut-Ogooué, mais aussi à Libreville, parce que c'est déjà en cours. Ça va? Ça vous convient? Voilà, chers auditrices et auditeurs, je vous rappelle que vous êtes sur l'émission Dr Mouketo reçoit en direct. Nous avons M. Jean Ping. Il nous reste M. Jean Ping à peu près 3/4 d'heure en direct avec vous. Ensuite, j'irai du côté des membres du panel qui viendront faire une analyse de votre intervention. Je voudrais signaler aussi la présence du professeur Bruno Elangema en direct depuis Bordeaux. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de vos compatriotes qui sont en ligne, ça je voudrais vous signaler, je vous ai déjà dit depuis le début de l'émission. Vous avez aussi d'autres communautés africaines qui vous écoutent en direct. Alors, je viens de recevoir 3 questions de votre compatriote Joël Ndon, journaliste
reporter à TV5 Monde, qui vous pose les questions suivantes. Dr Jean Ping. Assise sur la pauvreté, assise sociale, 3e édition de New York Forum Africa. Ça bouge au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba semble chercher des solutions pour faire émerger son pays. Si vous vous présentiez au futur présidentiel et que vous étiez élu, quelle est la première mesure que vous mettriez en place? Voilà, c'est la première question. Deuxième question, aujourd'hui vous êtes dans l'opposition, donc opposé au régime en place, dans lequel vous avez évolué pendant toute votre carrière politique. Que pourriez-vous dire aujourd'hui aux Gabonais pour qu'ils vous fassent confiance? Je pense qu'on vous avait déjà posé cette question. Ensuite, il y a une question sur la France-Afrique, mais je peux faire m'arrêter là sur ces deux premières questions. Monsieur Jean Ping. Bon, je crois que nous avons précisé clairement que ce que nous voulons faire, ce n'est pas venir remplacer un dictateur par un autre dictateur. C'est-à-dire, nous ne voulons pas remplacer le pouvoir actuel dictatorial par un pouvoir nouveau que nous allons mettre en place et qui sera aussi une dictature. Nous voulons entrer dans la modernité, et je le répète encore, avec des objectifs clairs, un objectif fondamental. C'est une nouvelle république démocratique qui respecte toutes les normes du progrès moderne et la démocratie, l'état de droit, etc. Nous voulons mettre ça comme objectif fondamental. Ensuite, comme objectif principal, nous pensons que pour atteindre cet objectif fondamental, il nous faut un large front. Ce large front doit accepter nécessairement l'objectif fondamental. C'est-à-dire qu'il nous faut, pour entrer au front, accepter que nous allons créer une véritable démocratie au Gabon. Bien. Maintenant, pour faire tout ça, nous avons besoin d'un large front, comme je viens de vous le dire, et pour cela, nous devons dire la nouvelle constitution que nous allons adopter sera vraisemblablement la constitution de 1991, parce qu'elle avait été adoptée par consensus, amendée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment il faut verrouiller l'alternance? Comment il faut réduire le mandat? Ça, et ensuite, nous devons faire une plateforme. Nous devons faire une plateforme, j'allais dire un programme commun. Et à partir du moment où nous décidons d'aller gouverner avec un programme commun, qui sera clair, connu des populations, connu aussi de nos partenaires extérieurs, nous pourrions aller avec certitude que nous n'allons pas à l'aventure et nous ne voulons pas simplement utiliser des mots pour convaincre les uns et les autres. Un programme commun, une plateforme commune, engagement précis à tous ceux qui faisons partie de ce front, une constitution claire et des objectifs fondamentaux clairs. Alors, à partir de ce moment-là, on ne doit pas nous faire des procès d'intention parce qu'il faut passer à l'exécution de ce programme-là. Et exécuter ce programme nécessite une adhésion forte à ces valeurs, à ces principes que nous annonçons d'avance. Nous ne partons pas comme ça, simplement avec une question, un programme démagogique visant à remplacer simplement le pouvoir qui est en place. Nous visons beaucoup plus, une nouvelle république. Alors, quelle est l'autre question que vous avez posée? Oui, il y a d'autres questions. Je crois que voilà, la deuxième question que votre compatriote Joël Ndong, qui est journaliste à TV5 Monde, elle vous a posé donc la question suivante. Alors, c'est la deuxième. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition gabonaise, donc opposé au régime en place dans lequel vous avez évolué pendant toute votre carrière politique. Que pourriez-vous dire aujourd'hui aux Gabonais pour qu'ils vous fassent confiance? Oh, mais je crois que j'ai répondu à plusieurs reprises à cette question-là. D'abord, dire que j'ai évolué là-bas, dire que j'ai évolué là-bas pendant toute ma carrière,
c'est ne pas prendre en compte le CV que vous avez retracé. J'ai dit que j'ai vécu ici en France, peut-être comme lui, pendant 20 ans. Pendant ces oui, 20 une ans, femme, c'est votre collègue Joël Ndong, Madame Joël Ndong. Elle est journaliste oui, à TV5 Monde. c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. La question qu'elle a posée, c'est une femme. J'ai vécu ici 20 ans et j'étais, vous savez, pendant ces années-là, mon frère, Maître Agonjo et Renjambe étaient en prison. J'espère qu'il n'oublie pas, il ne faut pas oublier cela. Donc je suis resté à l'extérieur dans l'opposition, même si cette opposition ne faisait pas grand-chose de concret pour lutter contre le régime. Mais j'étais en exil, comme peut-être elle-même, elle se considère peut-être comme étant en exil. Ça, c'est donc clair que c'est trop facile de dire j'ai vécu toute ma vie dans ce milieu. Je suis rentré au Gabon en 1984, c'est-à-dire 6 ans seulement avant la conférence nationale. Je suis rentré au Gabon en 1984. Alors, je suis comptable dans cette période et j'assume. Merci, M. Jean-Ping. Alors, nous allons aller du côté de Paris. Nous avons Jean Domba, votre compatriote banquier. Vous êtes en ligne depuis Paris, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour, Monsieur Moketou. Vous m'entendez? Vos questions Monsieur Ping, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour le courage qui a été le vôtre de démissionner du Parti démocratique gabonais. Pour poser un acte comme le vôtre, il faut nécessairement du courage. Permettez-moi, avant de poser ma question, de faire un constat. Le constat sur la gestion économique de notre pays depuis les 40 dernières années. Cette gestion a été, on va dire, scandaleuse. Ce régime auquel vous avez participé et appartenu a précarisé, voire même clochardisé les Gabonais. La petite caste à laquelle vous avez certainement appartenu s'est enrichie au mépris même de la solidarité nationale. Les budgets d'investissement successifs ont été systématiquement détournés. Aujourd'hui, je suis content de vous avoir dans l'opposition. Content parce que vous êtes un compatriote et content parce que c'est toujours bon lorsque quelqu'un qui a participé à un régime, après les années que ça prend, décide de faire son coming out et de se mettre au service du peuple. Simplement, permettez-moi de vous faire juste ce constat qui m'a quelque peu surpris au moment où vous avez présenté votre démission. Je me souviens des propos de votre conférence de presse et vous aviez évoqué un certain nombre d'arguments qui pour moi étaient d'abord des arguments personnels. Je reprends des phrases. On vous a refusé des marchés, on ne vous a pas soutenu pour la présidence de la Commission de l'Union africaine, vos enfants ont été pourchassés. Voyez-vous, ce sont des problèmes strictement personnels. Aujourd'hui, votre programme économique est inconnu. Votre politique sociale également est inconnue. Et aujourd'hui, je voudrais vous interpeller là-dessus pour que l'on mette de côté tous ces aspects finalement de votre vie personnelle qui sont des aspects qui ont été vécus par tous les opposants politiques avant vous. Et pour qu'on parle de ce que vous voulez faire, que vous souhaitez faire pour le Gabon du point de vue économique. Donc la première question que je vais vous poser est celle de savoir quelles sont les principales réformes structurelles du point de vue économique que vous souhaitez apporter à notre pays. Bien. D'abord, écoutez, je crois que vous avez dit un certain nombre de choses avant. Vous êtes passé là-dessus vite pour poser la question de réforme structurelle. Mais vous avez dit que lorsque je suis parti, j'ai indiqué un certain nombre de choses. C'est vrai. Ma première intention à cette époque-là était de dire simplement, que compte tenu de ce que je vois, compte tenu de ce que j'entends, je ne voudrais plus qu'on m'associe à ce régime-là. Je ne voudrais plus qu'on pense que mon silence équivaut à une complicité ou à un accord. J'ai voulu simplement
dire ça. J'ai déclaré que je n'ai plus rien à voir avec le régime. Autour d'une question comme celle-là, il était bon de faire le catalogue de mes griefs ou mon programme économique. Ce n'était pas du tout mon objectif de l'époque. Je n'étais pas là pour présenter une candidature à une élection. J'ai simplement dit, je m'en vais. Et quand j'ai dit cela, j'ai évoqué des raisons personnelles. D'abord, je ne pense pas que je vous ai dit qu'on m'a refusé des marchés. Je ne vous ai jamais dit ça. Je ne vous ai jamais dit que je suis allé présenter une requête pour des marchés. J'ai dit simplement qu'on nous a dit, qu'on a dit à mes enfants de quitter le pays, de s'exiler. Ici, on ne veut plus faire des affaires avec la famille, avec les Ping, alors que j'avais créé une entreprise de consulting qui n'était pas encore tout à fait opérationnelle. Alors, ne déformez pas les choses parce que ça vous arrange. Alors, j'ai dit cela. J'ai dit cela clairement que je n'avais plus rien à voir avec le régime. Je pense d'ailleurs que si le régime avait été un peu intelligent, ils auraient simplement dit, M. Ping s'en va, eh bien, au revoir, un point, un trait. Or, ils ont déclenché la Troisième Guerre mondiale contre moi. Ils se sont mis à m'insulter, à dire tout ce que vous avez entendu, si bien que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini par me donner une certaine crédibilité, que vous semblez d'ailleurs ne pas avoir. La crédibilité, c'est quoi? C'est de dire que s'il insulte comme ça veut dire que ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est que c'est beaucoup plus grave. Donc, ils ont servi beaucoup plus à me crédibiliser. Ce sont mes meilleurs directeurs de campagne. Et je dois faire une campagne. Et je dis même, je vous réponds comme ça, parce que je crois que vous serez mon meilleur directeur de campagne en ressortant tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est clair, et vous avez dit que les raisons. Moi, je crois que il n'y a pas de distinction fondamentale quand on quitte un parti entre raisons personnelles et raisons objectives. Quand quelqu'un est réduit, est licencié de l'administration, comme le cadastre, est assis à la maison et qu'il ne fait plus rien, vous n'allez pas demander à cette personne d'être d'accord avec le régime en place. Quand quelqu'un, on ne vous paye pas votre retraite, vous avez des raisons personnelles de vous opposer au régime. Donc, il n'y a pas de raison personnelle. Peut-être que vous faites la différence. Je vous souhaite du grand plaisir. Je vous souhaite bonne chance de ne pas être victime à titre personnel de tout ce que les Gabonais subissent nuit et jour. Bon, quelqu'un qui est mis en prison, vous pensez que, à tort, vous pensez qu'il devrait soutenir le régime. Alors, raisons personnelles, raisons objectives, ça se rejoint. Ce sont toutes des raisons qui vous amènent à partir de là pour aller à l'opposition. Alors, ça c'est déjà clair. Vous me demandez un programme économique. Bien, je viens de vous dire absolument d'une manière claire et limpide les objectifs que nous poursuivons. Ces objectifs doivent nous amener à établir un programme et doivent nous amener à établir une plateforme que nous devons tous accepter. Donc ce programme, qu'il soit économique, qu'il soit social, qu'il soit, je ne sais pas moi, institutionnel, doivent nous amener ensemble à prendre les décisions. Alors, vous voulez que je fasse comme vous, c'est-à-dire que je sors un jour, je dis, suivez-moi, je suis le candidat, je suis Zoro, j'arrive, j'ai tel programme économique, et ça c'est personnel, suivez-moi. Non, nous travaillons sur une base commune. Nous voulons créer... On n'est pas docteur Jean Ping, pardonnez-moi de vous couper la parole, on n'est pas à l'heure des programmes économiques et politiques de campagne électorale, mais d'échanges avec les Gabonais dans le but de trouver d'abord une plateforme d'objectifs communs devant, comment dirais-je, un adversaire commun. C'est bien ça? C'est ce que vous voulez dire? Et bien entendu qu'il ne s'agit pas de quelque chose de
personnel. Il ne s'agit pas de quelque chose de personnel. Il ne s'agit pas de Jean Ping parce que on lui a refusé un marché et qui doit amener toute l'opposition sur la base du refus de ce marché. Il ne s'agit pas de M. Jean Ping qui va décider d'un programme qui n'est pas approuvé par tout le monde. Il s'agit ensemble de mettre ça ensemble en place. C'est clair, mon cher. Mais je vous vois très bien venir. C'est d'ailleurs très subtil, hein, la manière dont vous posez la question est très subtile, c'est très bien, mais je vois plus. Je suis devant vous. J'allais dire que je suis couché devant vous. Ce sont vos collègues économistes, je dirais encore banquiers, qui vous posent des questions. Voilà. Monsieur Ndomba, une autre question? Oui, bon, déjà, Monsieur Ping, j'ai bien aimé la réponse et je dois vous dire qu'il n'y a pas de piège apparent. Simplement, vous savez, depuis que vous êtes dans l'opposition, il y a un certain nombre de griefs, y compris de vos contestateurs, y compris des pédégistes, qui estiment, qui énoncent un certain nombre d'arguments à votre endroit. Et je pense que c'est aussi le lieu pour vous, alors que vous avez la possibilité d'échanger avec vos compatriotes, de répondre à ces questions et de mettre à plat, d'apporter la contradiction par les arguments à ceux que l'on vous oppose. Donc, je vous rassure, vraiment, de ma part, il n'y a pas de piège. Simplement, aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Aujourd'hui, beaucoup vous voient être candidat à l'élection présidentielle pour le compte de cette opposition. Alors, je crois que c'est normal que les gens essayent de savoir et essayent de comprendre de quoi ils retournent. Vous savez comme moi que les Gabonais, dans leur ensemble, ont été trompés et à plusieurs reprises. L'idée de dire qu'aujourd'hui, certains, parce qu'ils seraient à l'étranger, auraient une position qui ferait en sorte qu'ils ne souffriraient pas dans leur chair de ce qui se passe au Gabon, c'est oublier que nous avons tous, vous, moi et chacune des personnes qui nous écoutent, de la famille à Libreville, de la famille dans les quatre coins du Gabon. Et donc, ce qui se passe a un impact direct sur nous. Lorsque je vous parle des réformes structurelles, pourquoi je vous en parle? Du programme économique, pourquoi je vous en parle? Peut-être, effectivement, me direz-vous que c'est un peu en avance par rapport aux options que vous êtes en train de mettre en place avec vos collègues de l'opposition. C'est très bien, moi je vous en félicite pour ça, je réitère. Simplement, aujourd'hui, ce que je ne souhaite plus pour cette opposition, que je soutiens, mais alors fermement, c'est que la discussion reste uniquement sur la discussion politique. C'est-à-dire que les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects culturels ne soient pas abordés. Ça fait que, de façon générale et de façon répétitive, les pédégistes opposent à l'opposition qu'ils n'ont pas de programme économique, ils n'ont pas de programme social, et la seule chose qui les intéresse, c'est prendre le pouvoir. Donc, comme je sais qu'il y a plusieurs personnes, je vais terminer avec... Et vous, M. Ndoma, et vous pensez que ce raisonnement est cohérent? Vous pensez que l'opposition gabonaise, depuis la réouverture démocratique en 1990, n'a jamais présenté des programmes fiables? Je pense que l'opposition ne communique pas suffisamment sur son programme économique. Non, je communique pas suffisamment. Le programme, il existe parce que nous avons toujours apporté nos suffrages à cette opposition. Simplement, l'opposition ne communique pas. On vous a écouté. Bon, on va aller. Sauf si vous voulez poser une question, je reviendrai vers vous pour des analyses. Hein. Posez votre question. Ensuite, je vais aller du côté de M. Jean Ping et je reviendrai vers vous pour faire une analyse globale. D'accord. Bon, la dernière question que je voudrais poser à M. Jean Ping en lui faisant une invite du point de vue économique, c'est de réfléchir sur la mise en place d'une chaîne de valeur nécessaire, économique et industrielle, qui est nécessaire au développement de notre pays. C'est de mener d'ores et déjà cette réflexion parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la structure de notre budget, nous avons un budget qui est encore alimenté à 70% des revenus du pétrole. Et donc, nous sommes malheureusement affectés par les contingences extérieures nées de la fluctuation du prix du pétrole sur le marché international. Je voudrais vous inviter à réfléchir sur cette politique de la transformation de toutes les ressources que nous produisons. Non seulement le pétrole, mais aussi le manganèse, mais aussi le bois et toutes les autres ressources à découvrir.
je crois que ce que vous dites est un peu plus clair maintenant. Je voudrais vous répondre. Je voudrais vous répondre en disant un certain nombre de choses. Peut-être parce que vous ne m'avez pas écouté depuis le début. Vous parlez de réformes politiques. Je vous ai dit clairement que nous voulons un Gabon à l'abri de la peur. Ça, c'est la politique. Mais je vous ai dit que nous voulons un Gabon à l'abri du besoin. Ça, c'est l'économique. Et je commençais à tracer un certain nombre de pistes en direction de ceci. Maintenant, vous posez un certain nombre de questions. Nous avons un programme politique et économique. Mais nous sommes en train d'y réfléchir démocratiquement en disant l'opposition doit se mettre d'accord sur toutes ces choses que nous devons opérer. Nous n'avons pas quelqu'un qui doit dire voilà ce qu'il faut faire, que ce soit moi, que ce soit vous. Il faut que nous puissions partager tout ça et le mettre en place dans un programme qui n'est pas que politique, qui est principalement la transformation de notre pays dans son intégralité. Maintenant, nous pourrions rester des heures et des heures à parler de ce que vous essayez d'esquisser. Nous disons même des choses absolument simples. Nous disons que l'Europe a été construite par des Européens, l'Amérique par des Américains, la Chine par des Chinois. L'Afrique ne sera construite que par les Africains eux-mêmes. Et donc le Gabon doit être construit par les Gabonais eux-mêmes. Ça veut dire qu'il faut une transformation fondamentale. Prenons le cas de l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui est complètement négligée. Complètement négligée. On va donner des grandes plantations à des compagnies étrangères. C'est déjà un débat international. L'Afrique a 60% des terres arables encore incultes, non cultivées. 60% des terres mondiales. Si bien que les grandes compagnies, les pays, Amérique, Chine, Inde, etc., ils vont chercher à venir prendre des terres pour une agriculture industrielle. Planter de la canne à sucre pour les fournir du biocarburant. Chez nous, déjà, avec les VA, avec d'autres choses, le palmier à huile. Mais ça, c'est le modèle de développement que nous avions depuis des siècles. Où, en matière agricole, on a le cacao, le café, le machin, au détriment de la production vivrière. Il nous faut nourrir notre population. Pour ça, il faut complètement changer la vision que nous avons de notre agriculture. Vous voyez, on nous a dit un moment, et ça c'est vos réflexions de vos amis du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, il ne faut plus subventionner l'agriculture. Il faut ouvrir totalement le marché. Les produits arriveront moins chers jusqu'à la crise que nous avons connue, la crise alimentaire que nous avons connue. On revient complètement en arrière. Et nous, qu'est-ce que nous faisons dans cela? Pour que nos produits puissent sortir, il nous faut des pistes. Qui va construire des pistes dans les milieux ruraux? Est-ce que c'est le secteur privé? Non, ça doit être forcément le secteur national. Pour dégager, pour sortir nos produits. Donc, il y a une réforme complète en ce qui concerne l'agriculture. Mais la même chose en ce qui concerne l'industrie. Il faut transformer nos produits. Nous ne pouvons pas continuer à sortir nos produits, les vendre à l'extérieur de manière brute. Alors, nos amis occidentaux nous rejoignent en disant les Chinois doivent faire ça. Vous, ce que vous n'avez pas fait depuis 2 siècles, vous demandez aux Chinois de le faire en 20 ans. Mais les Chinois doivent le faire. Ils ne doivent pas suivre la voie que l'Occident a suivie, même s'ils sont mal placés pour le dire. Il nous faut donc entreprendre beaucoup de réformes. Et ces réformes, vous pensez que je vais les improviser là avec vous et que nous ne devons pas décider ensemble avec vous-même nous aider à mettre en place ce programme qui ne doit pas être le programme d'un homme,
ou le programme simplement votre programme ou le mien, ça doit être un programme que nous devons ensemble mettre en place pour changer tout cela. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez semblé ignorer qu'il y a dans le Gabon, à l'appui du besoin, tout un programme économique, social, culturel, dedans. Alors, vous voulez que je le déballe là, nous pouvons faire un livre, et vous voulez que je vous en parle en 2 minutes. Non, 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 je crois qu'il faut comprendre que nous allons faire tout ça. Nous voulons un changement profond dans la manière que nous avons de voir l'Afrique qui se développe très vite. L'Afrique progresse à un rythme de l'ordre de 6%, qui est supérieur à tous les autres continents, y compris l'Asie en tant que continent. Nous avons des pays qui avancent aujourd'hui, il y en a une dizaine avec des taux de croissance presque à 2 chiffres. Le Ghana à 14%, l'Éthiopie successivement sans pétrole, sans rien, à 2 chiffres. Nous avons donc en Afrique beaucoup d'espoir. Mais il nous faut de toute façon y penser, construire les infrastructures. Comment voulez-vous que l'Afrique puisse commercer avec l'Afrique si elle n'a pas d'infrastructures? Il nous faut donc des infrastructures dans tous les domaines, la route, le fer, les aéroports, les ports. Il nous faut tout ça. Oui. D'accord. Merci, M. Jean-Ping. Nous allons vous libérer dans une quinzaine de minutes. Je vais prendre les 2 dernières questions des auditeurs. Première question, un auditeur qui nous a envoyé une question depuis Port-Gentil, mais avant de parler de cet auditeur, je voulais signaler une observation d'une auditrice depuis Franceville dans le Haut-Ogooué, pour les auditeurs non gabonais, c'est du côté de la partie sud-est du Gabon. Alors, qui dit ceci, Madame Nadia, qui dit ceci, elle fait la remarque suivante: ce n'est pas vraiment l'heure des programmes, mais de parler vraiment avec les Gabonaises et Gabonaises pour connaître ceux qui rejoignent le camp de ceux qui combattent ce système. Voilà, fin de citation. Ça, c'était une remarque donc de votre compatriote depuis le Gabon. La question que je vais vous poser en rapport avec l'université de votre pays, qu'on appelle l'université Omar Bongo, c'est une question d'une auditrice de Libreville, qui vous pose donc la question suivante, M. Jean-Ping: est-ce que les enfants de l'université ont des parents, ou bien sont-ils nés à l'entrée de l'université? Ils se font tuer, bastonner, fusillés par le régime Ali Bongo Ondimba sans réaction de leurs parents. Fin de citation. Alors moi je vais rebondir en ajoutant ceci, M. Jean-Ping, si vous me permettez: au mépris du respect des franchises universitaires, les forces de l'ordre vont bastonner, tirer, molester les étudiants dans le camp universitaire. Pourquoi tout ce mutisme du camp de l'opposition gabonaise, M. Jean-Ping? Bon, écoutez, je crois qu'il faut peut-être que nos camarades, parfois, nous écoutent et nous observent. La remarque qui est faite concernant nos étudiants à l'université est une remarque absolument pertinente. Ce que vous venez de dire à propos des franchises universitaires est une observation absolument pertinente. Que demandaient nos étudiants? Ils demandaient simplement qu'on leur paye les bourses, c'est leur droit. Et la réponse c'était: on va non seulement les matraquer, mais on va les tirer de l'université, les frapper, les amener en prison, en violant les franchises universitaires. Nous avons réagi immédiatement. Moi, en particulier, j'ai réagi par écrit. J'ai réagi dans l'interview que j'ai accordée à la Une, qui existe. Je vous suggère d'aller regarder cette interview qui existe. C'était par écrit, où j'ai estimé que ce n'est pas normal de faire ce qui a été fait à l'université. Première chose, réaction écrite. Bien. Deuxième chose, nous avons envoyé des gens sous couvert de parents, nous les avons envoyés aussi bien aux 2 lieux où les étudiants étaient détenus en particulier, c'est-à-dire à Gros Bouquet et au B2.
nous avons envoyé des gens en disant « Allez-y, présentez-vous comme de la famille et vous allez vous entretenir avec ces étudiants pour leur dire que nous sommes avec eux. » Ils l'ont fait, ils sont allés là-bas. Ils ont d'ailleurs été très bien reçus, il faut que je le souligne, ils ont été très bien reçus par les gardiens qui ne comprenaient pas bien que les étudiants se trouvent là-bas à partir de manifestations de ce genre. D'autres sont allés même au B2, où ils ont été voir leurs étudiants, les étudiants qui ne les connaissaient pas. Ils ont dit « Ah, mon cher parent, on vient vous voir. » Mais c'était en fait une manière d'aller rendre visite de notre part, sans que nous puissions leur dire que c'était de notre part, parce que c'était probablement compliqué leur situation. Nous avons relevé tout cela et nous l'avons dit par écrit et avec des actes, en tout cas en ce qui me concerne. Bon. Nous avons également indiqué à nos jeunes, notamment les souverainistes, de s'emparer aussi de cette question. Ils ont produit un communiqué, toujours sur cette affaire, que nous suivons. Et je peux vous dire que la société civile qui travaille avec les autres, parce qu'il n'y a pas que la situation des étudiants, vous savez qu'il y a des grèves partout. Il s'agit donc de tout cela qui font grève et que nous devons comprendre et essayer, lorsque leurs revendications sont justes, et parce que les revendications sont toutes fondées, et nous ne pensons pas que devant ces revendications, la réponse ne soit que la matraque. Donc c'est clair. Ok. Merci, M. Jean-Ping. Avant de vous demander votre mot de la fin, nous allons prendre deux dernières questions. D'abord, la question de M. Ambamani depuis New York. M. Ambamani, votre question? M. Ambamani? Voilà, M. Ambamani ne nous écoute pas. Nous allons donc, avant de vous demander votre mot de la fin, hein, Monsieur Jean-Ping, je voudrais vous rappeler que nous recevons beaucoup de questions de vos compatriotes donc gabonais, mais nous ne pourrons malheureusement pas les prendre toutes, mais on vous rassure, beaucoup de Gabonais vous attendent à ce moment. Ils vous attendent aussi, ils vous entendent et ils vous attendent aussi, voilà. C'est ce qu'ils disent, ils ne cessent donc de dire sur les réseaux sociaux. Pour au moins en revenir à la diaspora gabonaise, comptez-vous la rencontrer, M. Jean-Ping, la diaspora gabonaise de France, des États-Unis et des autres pays du monde? Bien, évidemment, la diaspora est un facteur extrêmement important dans la transformation de tout le continent africain. La diaspora joue un rôle déterminant. Joue un rôle déterminant en Afrique et joue un rôle déterminant au Gabon. Donc, en ce qui concerne la France, parce que je viens souvent en France, je peux dire que j'ai rencontré toute la diaspora, surtout lorsqu'elle manifestait l'intention de me rencontrer. Et même lorsqu'elle ne manifestait pas l'intention, j'ai cherché à les rencontrer. J'ai ainsi rencontré à côté des individus qui venaient me voir pour me parler de la situation du Gabon, pour m'apporter leur appui individuellement ou me donner des conseils ou me dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. À côté de ces compatriotes individuels qui venaient me voir, il y a eu des groupes organisés. Donc, les groupes formés par, en France, formés par nos camarades du CDJ, les patriotes gabonais, qui sont surtout établis à Bordeaux, mais qui ont des relations suivies avec la diaspora américaine, un peu partout, qu'il s'agisse de New York, de Washington, de Atlanta ou du Sud, plus particulièrement, je suis en contact donc avec ce groupe-là. Mais je suis en contact aussi avec d'autres groupes
à Paris, les groupes conduits par Félix Bongo, par exemple, les groupes conduits par d'autres compatriotes, les groupes à Bruxelles que j'ai été rencontré avec M. Ndouanis, par exemple, qui est très actif dans le domaine de l'UPG, qui est malheureusement traversé par beaucoup de courants, mais il est très actif dans l'organisation plutôt de l'UPG. Je suis donc en contact à Bruxelles avec eux. Je suis en contact aussi avec d'autres en Allemagne, des groupes qui sont en Allemagne, des groupes qui sont même à Lille, au nord de la France, ou ailleurs. Chaque fois que je le peux, je les rencontre, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Je sais également que là-bas, dans cette partie du monde où vous vous trouvez, on me demande de m'y rendre aux États-Unis pour rencontrer certains compatriotes. Le seul problème, c'est que les États-Unis, ce n'est pas vraiment tout à fait la porte à côté. Donc, mais j'ai l'intention, le moment venu, de m'y rendre. Je voudrais aussi dire que cette auditrice qui a posé des questions de Franceville, je voudrais lui dire que nous allons nous rendre très prochainement à Franceville. Nous allons là-bas parce que nous voulons convaincre nos frères et nos sœurs du Haut-Ogooué que l'action que nous menons n'est pas dirigée contre une province, bien au contraire, elle est dirigée contre le pouvoir qui n'est pas aujourd'hui un pouvoir exclusif du Haut-Ogooué. Au contraire, nous pensons que nous devons travailler avec nos frères du Haut-Ogooué et je commence ma tournée. Ma tournée, comme je viens de le dire, c'est une tournée de prise de contact. Il ne s'agit pas d'aller faire des meetings populaires, il s'agit de rencontrer des gens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons commencer par le Haut-Ogooué. Parce que le train... Pardon? Oui. Oui. D'accord. Ok. Le train... Merci, M. Jean-Ping. Voilà, vous avez votre compatriote qui insiste depuis New York. Nous avons M. Ambamani. M. Ambamani, votre question? Voilà, M. Ambamani ne répond pas. En tout cas, merci beaucoup, M. Jean-Ping, pour votre présence. Pour terminer notre entretien, je voudrais vous demander si vous avez, comment dirais-je, un message patriotique à donner à vos sœurs et frères gabonais. Que leur diriez-vous pour 2016? Et avant votre mot de la fin, nous avons reçu plusieurs messages qui vont dans le sens de votre sécurité. Il y a beaucoup qui disent que vous êtes menacés de mort. Il y a même, il semblerait qu'il y a des plans qui sont arrêtés pour vous empoisonner, pour vous assassiner, etc. On cite même, nous recevons des messages aussi qui parlent du fétichisme, des gens qui sont en train de danser le bouiti, vous allez dire, pour vous affaiblir physiquement. Alors vous, finalement, vous êtes un roc puisque vous êtes debout, M. Jean-Ping. Vous pourriez répondre à cette question et puis terminer par votre mot de la fin. Bon, je crois que je vous disais aussi tantôt que j'ai parfaitement conscience des risques qui pèsent sur moi. J'ai parfaitement conscience. D'autres ont pris ces risques. Nous les connaissons. Mais je crois qu'on ne peut pas s'arrêter simplement parce que vous êtes menacé. Je pense que moi, je suis déterminé. Et je vous ai dit que je prends toutes les précautions nécessaires, mais je ne vais pas reculer parce qu'on menace d'attenter à mon intégrité physique. Je suis prêt à accepter la mort puisque nous allons tous mourir. Ceux qui veulent tuer les autres. Mais, pardonnez-moi. Je vais citer, parce que bon, il y a plusieurs messages que nous recevons. Il y a des Gabonais qui disent ceci, que si on vous
Gabon brûlera jusqu'au palais. Fin de citation. Ça, ce sont des messages que nous recevons sur notre réseau de la radio numérique. Monsieur Jean-Ping. Oui, je pense que ceux qui s'amusent à ce jeu-là s'amusent avec le feu. Ce que l'on nous dit, ce que l'on apprend de la situation d'André Mbaobam, moi je prie le ciel. Et ceux qui nous dirigent devraient prier le ciel pour qu'André Mbaobam retrouve sa santé et revienne au Gabon à côté de nous. Mais si quelque chose lui arrivait, vous savez, je ne sais pas où nous allons nous retrouver. C'est la même chose si quelque chose m'arrive ou arrive à un autre opposant. Les Gabonais ne vont plus accepter ça, ne peuvent plus accepter que l'on procède de cette manière-là. Et moi, je vous dis, je suis prêt à accepter d'être tué, mais ils ne vivront pas longtemps après moi. Alors, je crois que c'est ce qu'il faut dire. Je n'ai pas peur, vous savez, je suis né d'une famille qui a l'habitude de ce genre de choses-là. Donc, nous allons résolument faire ce que nous devons faire. Je crois qu'il faut lancer un appel à tous les Gabonais, tous, de toutes les provinces, pour dire qu'il nous faut transformer notre pays, que le Gabon doit devenir un pays où il fait bon vivre, où la peur est exclue, les crimes rituels et autres bannis, que nous puissions faire en sorte que nous travaillons ensemble pour un Gabon meilleur sur le plan politique. Et pour donner un peu satisfaction à notre interlocuteur de tout à l'heure, nous allons transformer radicalement l'économie de notre pays. Radicalement. Radicalement. Il nous faut faire en sorte que les Gabonais soient acteurs d'une transformation de leur pays, que ce ne soit pas laissé exclusivement entre les mains de non-Gabonais. Nous avons besoin de non-Gabonais parce qu'à l'ère de la mondialisation, on ne peut plus vivre à huis clos. Il faut accepter la participation de tous ceux qui viennent de l'extérieur pour nous aider. Mais exclure les Gabonais de leur propre transformation économique, de leur propre développement, c'est une faute extrêmement grave qu'on ne commet plus. Et ceux qui pratiquent cette politique seront sanctionnés par l'histoire. Donc, rassemblons-nous. Faisons en sorte tous que le Gabon change dans la bonne direction. Dans la direction politique, dans la direction économique, dans la direction sociale. Et j'ai l'intime conviction qu'avec ça, en associant tous ceux qui veulent procéder au changement sans exclusion, nous allons y arriver. Merci. Bien, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Jean-Ping. Merci. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse le Gabon. Merci. Voilà, chers auditeurs, nous étions sur l'émission Dr Mouketo reçoit. Dans un instant, l'émission Une semaine au Burkina Faso avec Monsieur Yves Bambara. Voilà, Dr Mouketo, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs. J'ai voulu dire bonne arrivée dans la grande à Monsieur Jean-Ping dans la grande famille. Et quand je dis la grande famille du politique. Merci beaucoup. Voilà, je voulais dire bonne arrivée à son excellence